L'enfant dit, ma vraie mère est dans le puits. 20 ans plus tard, ils l'ont déterrée. Madame Clara rangeait le salon pendant que Monsieur Vincent lisait le journal, ses lunettes à monture noire fermement posées sur son nez. Le petit Marcus, âgé de seulement 4 ans, jouait seul sur le tapis, tenant une voiture en bois faite maison. Il murmura, « Je veux ma vraie mère. Ma vraie mère est au fond du puits. » Clara fit une pause et tourna la tête pour le regarder. « Qu'est-ce que tu viens de dire, Marcus ?» elle a demandé. Le garçon ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés vers la fenêtre, comme attirés par le vide extérieur. « Tu as dit que ta vraie mère était au fond du puits, » répéta Clara, plus clairement cette fois. « Je m'en souviens maintenant. Elle portait une robe bleue. Elle est tombée. » Vincent éclata de rire. Les enfants inventent toujours des histoires idiotes. Vincent, ne dis pas ça devant lui, Clara fronça les sourcils. Il est encore petit. S'il dit quelque chose d'étrange, nous devrions y prêter attention. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? Vincent l'a rejeté. Il a probablement entendu une histoire de fantôme et il la copie. Marcus se leva et regarda Clara directement. Maman, je me souviens que les cheveux de ma vraie mère étaient plus longs que les tiens. Elle me serrait dans ses bras et chantait, mais toi, tu n'as pas de chanson. Clara se figea. Elle n'avait jamais appris une seule chanson à Marcus. Depuis qu'elle l'avait adopté à l'orphelinat du comté de Fairview il y a 1 an, elle avait fait de son mieux pour le traiter comme le sien. Elle déglutit difficilement. Marcus, tu es un bon garçon. Ne dis pas de bêtises, d'accord, dit-elle doucement. Vivre avec maman Clara et papa Vincent suffit. Je veux juste ma vraie mère, murmura encore Marcus, celle au fond du puits. Le lendemain, Clara a évoqué le sujet avec Lucie, sa voisine et amie de longue date. Il prenait le thé sous la vieille vigne, le chant des moineaux emplissait l'air. Il a dit cette phrase 3 fois maintenant, murmura Clara. Il n'arrête pas de dire que sa vraie mère est au fond du puits. Je commence à avoir peur. Lucie fit claquer sa langue. Je vous l'ai dit, les enfants des orphelinats, beaucoup d'entre eux n'ont pas tout à fait raison. Grandir sans rien, être témoin d'on ne sait quoi. J'y étais bénévole. Une petite fille a même affirmé que le fantôme lui avait volé ses chaussures. Mais ses yeux, Lucie, Clara secoua la tête. Parfois, quand je le regarde dans les yeux, j'ai l'impression que ce n'est pas un enfant. Ne sois pas superstitieuse, la rassura Lucie. Peut-être qu'il a entendu quelqu'un parler du vieux puits derrière chez toi. Personne n'a parlé du puits depuis qu'on a refait le jardin. Le vieux puits a été presque entièrement recouvert. Le garçon n'y est jamais retourné seul, explique Clara. Lucie fronça les sourcils. J'ai un mauvais pressentiment. Si c'était moi, je l'emmènerais chez un psychologue, juste pour avoir l'esprit tranquille. Cette nuit-là, Marcus était assis par terre et dessinait. Il a utilisé un crayon bleu pour colorer complètement la robe d'une femme sur sa photo. Clara entra et observa un instant. « Qui est-ce, chérie ?» elle a demandé. « Ma vraie maman » répondit Marcus sans lever les yeux. « Pourquoi porte-t-elle du bleu ?»« Parce que c'est ce qu'elle portait lorsqu'elle est tombée, avant de tomber dans le puits. J'étais là. J'ai pleuré, mais personne n'a entendu. »« Marcus, tu as vu ça arriver ?» demanda Clara, la voix tremblante. Le garçon hocha la tête. Clara sentit un frisson la parcourir. Elle recula d'un pas, les yeux fixés sur le dessin. Les lignes étaient crues mais pleines d'émotion, une femme tombant, des cheveux volants et un trou noir profond représentant le puits au centre de la page. Une semaine plus tard, chez Gavin, petit-neveu de Vincent et membre du conseil municipal, Vincent buvait de la bière avec lui. « Tu as entendu ce que Clara a dit à propos du garçon ?» demanda Gavin en ouvrant sa deuxième canette. « Ouais, des bêtises à propos du puits et de sa vraie mère. Les gens de la ville commencent à parler en disant « Ce n'est pas étonnant que tu te retrouves avec un enfant comme ça. » Vincent haussa les épaules. Le gamin a des problèmes. Et alors? Il oubliera quand il sera grand. Es-tu sûr? Gavin se pencha en arrière sur sa chaise, le regard perçant. Les enfants disent souvent des choses que les adultes ne veulent pas entendre, et parfois ils disent la vérité. Vincent se tourna pour regarder Gavin, un éclair de prudence dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Gavin sourit. Rien. Juste par curiosité. Oh, au fait, ce vieux puits derrière chez toi est toujours là, n'est-ce pas? Ne déterrez pas de vieilles histoires,
dit Vincent en serrant les dents. Gavin hocha lentement la tête, puis changea de sujet. Un matin, Clara a emmené Marcus se promener sur la place de la ville. Un vieux vendeur de spectacles se pencha pour chuchoter à une femme à côté d'elle. C'est le garçon, celui qui parle aux morts. L'autre femme claqua la langue. Clara est une idiote. Elle a accueilli un enfant dont personne ne voulait. Tous deux ricanaient, ignorant que Clara se tenait derrière eux, entendant chaque mot. Elle serra plus fort la main de Marcus. « Maman, il ne me croit pas, dit doucement Marcus en la regardant. Clara ne dit rien, mais elle sentit une boule au ventre. Mais je me souviens quand ma vraie mère a pleuré. Je dormais. Puis je me suis réveillé. J'ai entendu un bruit. J'ai couru dans la cour, mais je n'ai vu que papa Vincent sortir seul. Clara se figea. Comment te souviens-tu de ça? Je ne sais pas, Marcus haussa les épaules. C'est juste dans ma tête. Tous les soirs. Cette nuit-là, Clara confronta Vincent. Tu sais ce que le garçon a dit? Il a dit qu'il t'avait vu seul dans la cour la nuit où sa vraie mère a disparu. Vincent rit. Tu vas croire ce petit morveux à ma place. Je ne sais plus. Mais plus il parle, plus je sens que quelque chose ne va pas, dit Clara, la voix tremblante. Tu as dit qu'il était orphelin et qu'un ami t'avait amené. Mais je n'ai jamais rencontré cet ami. Et ses papiers d'adoption sont si vagues. Vincent fit claquer son verre par terre. Clara n'ose pas y aller. Marcus se tenait près de la porte, écoutant tout. Il n'a pas pleuré. Il se contentait de les regarder, le regard froid. Une autre nuit, Clara s'est réveillée d'un cauchemar. Elle vit Marcus debout près de la fenêtre, regardant le jardin. Marcus a platté elle doucement. Il s'est retourné et a murmuré, « Maman pleure. » Je l'entends dans le puits. Non, chérie. C'est juste un rêve. Ce n'est pas le cas. Je le vois. Papa Vincent tient une pelle. Maman l'a supplié, mais il l'a poussée. Elle est tombée. Le cœur de Clara s'emballa. Non, Marcus, non. J'ai crié, mais personne n'a entendu. Personne. Clara serra sa poitrine. Des sueurs froides coulaient dans son dos. À ce moment-là, elle ne pouvait plus nier la vérité qui frappait à la porte de son esprit ou une vérité qu'elle avait ignorée depuis trop longtemps. Marcus, regarde maman. À quoi penses-tu? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je pense que ma vraie mère m'attend, répondit simplement Marcus. Clara posa sa cuillère. Elle venait juste de finir de préparer le petit déjeuner. Marcus était assis, figé devant son bol de céréales, sans manger, sans cligner des yeux. Son regard la fit frissonner. Tu sais, maman et papa t'aiment beaucoup. S'il te plaît, ne dis plus ces choses, dit doucement Clara. Tu n'es pas ma vraie mère, dit doucement Marcus, la voix égale. Ma vraie maman est celle que je vois tous les soirs, en robe bleue, avec les cheveux longs, qui tend la main. Clara déglutit difficilement. Assez. Prends ton petit déjeuner. Je l'entends pleurer sous terre. Je me souviens que le puits était si froid. Elle est tombée et ne pouvait pas crier. Vincent entra en jetant le journal sur la table. Ça continue toujours, murmura-t-il. Clara dit doucement, il a encore une de ces crises, n'est-ce pas? N'élève pas la voix, grogna Vincent. J'en ai marre, Clara, continua-t-il en claquant sa main sur la table, faisant trembler la vaisselle. Il n'arrête pas de répéter ces trucs de fou. Le puits, la robe bleue, la vraie maman. Tu le gâtes trop. Rugit Vincent en frappant à nouveau sa main sur la table. Marcus ne broncha pas. Il se contenta de pencher la tête, considérant Vincent comme un étranger. Tu ne veux pas que je parle de ma vraie mère parce que c'est toi qui l'as poussée vers le bas, n'est-ce pas? Demanda franchement Marcus. Fermez-la. Vincent se précipita en levant la main. Clara se précipita entre eux, poussant Marcus derrière elle. Vincent, non. Les enfants doivent apprendre à garder le silence lorsque les adultes parlent, a lancé Vincent. Tu vas le frapper. Je ne peux pas y croire. Vincent se figea, les yeux injectés de sang. Une minute s'écoula en silence. Marcus respirait régulièrement, son regard ne faiblit jamais. Tu l'as caché, mais j'en rêve. Chaque fois que je dors, je vois maman tomber. Elle ne voulait pas, mais tu l'as poussée. Clara trembla en se retournant.
Marcus, pourquoi dis-tu ça? Tu ne te souviens de rien avant de venir ici. Tu n'avais que 4 ans. Mais je me souviens de ce que j'ai ressenti lorsque maman est tombée, dit Marcus, la voix tremblante. Le vent froid, les cris, la douleur. Je l'ai vu. Vincent a attrapé son manteau et est sorti en trombe de la maison avec colère. Le lendemain, Clara emmena Marcus à la clinique psychologique de la ville. Le docteur Béatrice Carter, qui avait travaillé sur de nombreux cas de traumatisme chez les enfants, était assise en face d'eux. « Marcus, peux-tu me parler de tes rêves ?» demanda-t-elle doucement. Marcus regarda le stylo sur son bureau, puis dit « Je ne rêve pas. »« Tu te souviens ?» a demandé le docteur Carter. « Je m'en souviens, répondit Marcus. Ma mère portait une robe bleue. Elle a été poussée dans le puits derrière la maison. Il faisait noir. Je ne pouvais pas crier. Papa, Vincent, était là. » Le docteur Carter prit des notes et se tourna vers Clara. « Madame Clara, est-ce que cela arrive souvent ?» Presque chaque semaine, répondit doucement Clara. Parfois, ils se promènent même dans le jardin la nuit, se parlant tout seuls. Béatrice se tourna vers Marcus. « Est-ce que tu vois souvent ta vraie mère ?»« Oui. Chaque fois que je suis triste. Elle me fait signe, mais ses mains sont couvertes de boue. La voyez-vous dans votre esprit ou avec vos yeux ?»« Je ne sais pas, répondit Marcus. C'est comme si une voix me murmurait à l'oreille, douce comme le vent. » Après la séance, Béatrice a demandé à Clara de rester sur place. Il faut se préparer. Ce n'est pas un symptôme normal. L'enfant semble avoir des souvenirs fragmentés et une conviction profonde que sa mère biologique a été assassinée. Cela pourrait être le signe d'un trouble dissociatif suite à un traumatisme, mais il n'a que 4 ans. Comment a-t-il pu se souvenir de quelque chose de son enfance? Le cerveau d'un enfant est mystérieux. Certains souvenirs sensoriels subsistent même si nous ne parvenons pas à les comprendre. Si ce que dit le garçon est vrai. Béatrice fit une pause. Le cœur de Clara se serra. Pensez-vous qu'il a été témoin d'un crime? Je ne peux pas encore en conclure, mais ses yeux sont différents, comme s'il n'était plus un enfant. Sur le chemin du retour, Marcus est resté silencieux pendant tout le trajet. Clara le regarda dans le rétroviseur. Marcus, es-tu en colère contre maman? Non, mais je sais que tu as peur de moi, dit-il doucement. Clara ne savait pas comment répondre. Quelques jours plus tard, Lucie est revenue, apportant des tranches de gâteau. Marcus jouait dans sa chambre. Les deux femmes étaient assises dans la cuisine. « Sais-tu comment il me regarde ?» murmura Clara. Comme si je lui devais une réponse. Lucie posa sa tasse de thé. « Avez-vous parlé à Vincent ?» Non, mais je commence à en douter. Eh bien, nous l'avons scellé la première année de notre emménagement. Je n'y ai plus jamais pensé. Lucie fronça les sourcils. Clara, tu dois faire attention. Si le garçon a raison, penses-tu que Vincent aurait pu faire quelque chose comme ça? Lucie resta silencieuse. Cette nuit-là, Marcus fit un autre rêve. Trempé de sueur, il se réveilla en sursaut et alluma la lumière. Maman? Aucune réponse. Mais de loin, il entendit de légers gémissements. Le vent hurlait derrière la fenêtre. Marcus se leva, se dirigea vers le balcon et regarda le jardin. L'endroit où se trouvait l'ancien puits était envahi par l'herbe, mais quelque chose bougeait. Une vraie maman, murmura-t-il. Le lendemain matin, il dessine un nouveau tableau, une femme à moitié enfouie sous terre, tendant toujours la main. Clara vit le dessin et pâlit. Marcus n'allait plus à la maternelle. D'autres parents ont protesté parce que le garçon faisait peur à leurs enfants. Il parle de cadavres et de sang. Il regarde mon enfant avec des yeux vides. L'école lui a suggéré d'être temporairement scolarisé à la maison. Un jour, le chef du quartier, Monsieur Frank Nolan, est venu frapper à la porte. Madame Clara, je ne veux pas de mal. Mais ces derniers temps, les gens ici ont peur. Peur de quoi? Le puits. Du garçon. Certains ont dit l'avoir entendu chuchoter à minuit, puis ont trouvé de petites empreintes de pas autour du puits le matin. Plus personne n'ose entrer dans la cour. Monsieur Nolan, s'il vous plaît, n'exagérez pas. Nous voulons juste la sécurité. Vous devriez emmener le garçon ailleurs. Ne le laissez pas affecter tout le quartier. Clara ferma la porte et se retourna.
Marcus se tenait dans les escaliers, écoutant tout tranquillement. Cette nuit-là, Vincent buvait seul. Clara est venue et lui a tendu un morceau de papier. C'est une copie du dossier d'adoption de Marcus. J'ai demandé à Béatrice de m'aider à la retrouver. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vincent y jeta un coup d'œil, puis jeta le papier sur la table. Je ne sais pas où vous essayez de vouloir en venir. Le nom de l'intermédiaire est Miguel Estaban. Je suis allé à l'adresse indiquée, mais l'endroit a été démoli en 2008. Cela signifie que le dossier est faux. Et alors? Marcus n'est pas seulement un orphelin anonyme. Je commence à penser qu'il est ton enfant biologique avec quelqu'un d'autre. Vincent se leva d'un coup. Assez. Clara recula. Il parle de la femme en robe bleue. De toi qui l'as poussé dans le puits. Vincent, tu sais ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Fermez-la. Marcus, à l'étage, appuya ses yeux contre la fente de la porte, ses petits poings serrés. Le lendemain, Marcus a pris du papier et a écrit un petit mot. Il le mit dans sa poche et quitta la maison. Sa destination, la mairie. Gavin y travaillait. Oncle Gavin. Oh, Marcus, tu es venu ici seul? J'ai besoin de votre aide. Vous connaissez le puits derrière ma maison, n'est-ce pas? Gavin hocha la tête. Je pense qu'il y a un corps là-bas. Ma vraie mère. Gavin se redressa. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne plaisante pas. Je veux demander la permission de creuser le puits. Mais j'ai besoin de votre aide. Gavin prit le message que Marcus lui avait tendu. Sur celui-ci se trouvait un dessin de l'arrière-cour avec un grand X rouge marquant l'emplacement du puits. En bas, avec une écriture manuscrite, il était écrit « La vraie maman est là ». Tu devras rester ici quelques jours, Marcus, dit Clara en serrant fermement la main du garçon. Les médecins prendront soin de toi. Maman et papa viendront bientôt te chercher. Je n'aime pas cet endroit, marmonna Marcus en regardant les murs blancs du centre pour enfants Saint-Vincent. C'est bon, chérie. Tu te sentiras mieux bientôt, répondit Clara. Un homme en blouse blanche s'approcha, agenouillé avec un sourire. Bonjour, Marcus. Je suis le docteur Edouard. Je serai votre nouvel ami pendant quelques semaines. Je n'ai pas besoin d'un nouvel ami. J'ai besoin de ma vraie mère, dit Marcus en le regardant. Clara étouffa un soupir. Elle échangea un regard avec le docteur Edouard, puis se dirigea rapidement vers la porte principale. Alors que la porte en fer se refermait derrière elle, les mots « Ma vraie mère est au fond du puits » résonnaient encore dans sa tête. Dans la salle de thérapie le lendemain matin, Édouard s'assit face à Marcus, ouvrant un cahier. « Vous voyez la femme en robe bleue tous les jours » Marcus hocha la tête. « Pouvez-vous la décrire » Elle a de longs cheveux noirs, des yeux très tristes. Elle me fait signe, mais sa bouche ne peut pas s'ouvrir. Je pense que c'est à cause de toute la boue qui la recouvre. Édouard hocha la tête. Quand tu dis qu'elle est au fond du puits, que vois-tu? Je vois une faible lumière. De l'eau, mais surtout de l'obscurité. Je vois ses cheveux flotter. Elle pleure, mais personne n'entend. Pensez-vous que papa Vincent est impliqué? Je ne pense pas. Je sais. Le troisième jour, Marcus a commencé à refuser de manger. Lorsque l'infirmière Andrea lui a apporté un plateau repas, il s'est simplement assis là, regardant par la fenêtre. Marcus, tu dois manger quelque chose. Non. Chaque fois que je mange, j'entends des gémissements sous le sol. Andrea fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous avez dit? Quelqu'un est coincé sous terre. Ma vraie mère. Je l'entends appeler. Marcus. Marcus. Chaque nuit. Andrea est retourné au poste des infirmières. Le garçon continue de divaguer comme s'il était possédé. Un matin, le docteur Edouard a emmené Marcus dans la salle d'observation. Dans la pièce se trouvait une poupée portant une robe bleue et une petite pierre noire. Marcus, laquelle te rappelle ta vraie mère? Sans hésitation, il montra la poupée. Ma mère portait une robe comme celle-là. Où l'as-tu vu le porter? Quand elle a été poussée dans le puits. Édouard jeta un coup d'œil vers la fenêtre en miroir où observait la psychologue en chef, le docteur Agnès Foster. Le garçon réagit fortement aux images symboliques, a-t-il déclaré. Je pense que nous devrions augmenter son cytoalloprame à 5 mg, a déclaré le docteur Foster dans l'interphone.
Au cours de la 2e semaine, Marcus a commencé à avoir de légères convulsions la nuit. Une infirmière l'a trouvé allongé sur le sol, en train de gratter le sol. Froid. La terre est froide. La terre recouvre maman. Je ne peux pas respirer. Ils l'ont doucement endormi. Marcus tomba dans un profond sommeil pendant 6 heures. Lorsqu'il se réveilla, il regarda le plafond. Je suis descendu là-bas. Où? Demanda Édouard. Le puits. Clara est venue après 2 semaines. Une infirmière l'a amenée dans la salle d'attente. Madame Clara, je dois être honnête. Le garçon ne va pas mieux. Il parle encore de la femme dans le puits et dernièrement, il a commencé à somnambuler. Somnambulisme? Oui, nous l'avons trouvé un jour debout dans la cour, fixant un couvercle de canalisation, murmurant « Maman, tu as froid ». Clara porta la main à son front. Je ne sais pas quoi faire. Es-tu sûr que rien n'est jamais arrivé à sa mère biologique? Non, je sais seulement que Vincent l'a ramené à la maison. Alors, tu le crois? Clara ne répondit pas. Au cours de la 3e semaine, le docteur Foster a ordonné une scintigraphie cérébrale pour Marcus. Il pourrait y avoir une activation anormale dans ces zones liées à la mémoire, dit-elle à Édouard. Je n'ai jamais vu un enfant créer un monde intérieur aussi détaillé. Les scanners n'ont rien montré d'anormal. Mais lorsqu'ils ont essayé de stimuler le cortex auditif avec le bruit de l'eau qui coule, Marcus a commencé à trembler violemment. Je vois maman couler. Qu'est-ce que vous avez dit? Demanda Édouard. Maman ne pouvait pas flotter. De la boue partout sur elle. J'ai crié, mais papa, Vincent, lui a tourné le dos. Édouard fronça les sourcils, murmurant, cette histoire est terriblement cohérente. Un après-midi, Gavin est passé au centre. Il revenait tout juste de la ville après avoir tranquillement recherché de vieux disques. Comment va Marcus? Demanda-t-il en se tenant à côté d'Édouard dans le couloir. Pas bien. Le garçon ne cesse de répéter le même souvenir traumatisant. Toujours à propos du puits et de sa mère. Gavin hocha la tête. Je pense que c'est peut-être vrai. Édouard se tourna vers lui. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a quelque chose de très étrange dans le dossier d'adoption. Je viens de vérifier le nom de la personne qui l'a déposé. Le document était signé par une personne décédée il y a 11 ans. Édouard resserra son emprise sur le dossier. Si tel est le cas, tout le processus d'adoption pourrait être falsifié et le garçon pourrait ne pas inventer son histoire. Cette nuit-là, Marcus rêva qu'il se trouvait dans une pièce blanche. Il marchait pieds nus sur le carrelage froid. Au loin, il entendit le bruit de l'eau qui coulait. Il s'approcha d'un trou noir rond au centre du sol, le puits. Alors qu'il se penchait, une main pâle apparut, agrippant le bord du puits. « Vraie maman » murmura Marcus. Un visage apparut opale, couvert de boue, mais avec des yeux étrangement doux. Le visage bougeait comme s'il parlait, mais aucun son n'en sortait. Le lendemain matin, il se réveilla, attrapa du papier et un stylo et écrivit une seule ligne. Le nom de la vraie maman est Anna. Anna Oliver. L'infirmière Andrea a trouvé la note et l'a remise au docteur Foster. Le garçon n'a jamais prononcé ce nom auparavant. Le docteur Foster a déclaré, « Avons-nous une liste de personnes disparues près du comté de Fairview au cours des 10 dernières années? Je vais l'examiner. » 2 jours plus tard, Gavin tenait un mince dossier à la main, respirant lourdement. Anna Oliver, femme de ménage, 30 ans, mystérieusement disparue en 2018. Travaillait pour Monsieur Vincent Sullivan. Édouard frissonna. Donc ça veut dire. Marcus pourrait être l'enfant de la victime. Ce week-end-là, Clara est venue chercher Marcus après près d'un mois de traitement. Veux-tu rentrer à la maison? Elle a demandé. Je dois retourner au puits. Tu n'as pas peur? Marcus secoua la tête. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. J'ai besoin de savoir qui était ma vraie mère. Clara le serra fort dans ses bras, mais son cœur était lourd. La réponse approchait et elle ne savait pas si elle pourrait la supporter. Maman m'attend toujours, n'est-ce pas? Le temps a passé. Il n'était plus un enfant. Marcus avait maintenant 24 ans. Il vivait seul dans un petit appartement au 2e étage d'un immeuble ancien près de la voie ferrée et travaillait à temps partiel dans une librairie d'occasion du centre-ville appelée la Maison des Mots. Et les cauchemars, il ne l'avait jamais quitté. Marcus, ça va? La voix le fit sursauter.
Hélène, sa collègue à la librairie, s'est approchée, tenant une tasse de café. Une autre mauvaise nuit. Ouais, les mêmes vieux rêves. Hélène, est-ce que tu crois aux souvenirs de quand tu étais vraiment petite? Hélène pencha la tête. Vous voulez dire quand nous étions petits? Bien sûr que non. La plupart des gens ne se souviennent de rien avant l'âge de 3 ans, mais moi, je m'en souviens très clairement. Il y avait un puits, une femme en robe bleue, et je connais son visage. Hélène posa une main sur son épaule. Tu as encore rêvé d'elle. Ce n'est pas qu'un rêve. Je me vois debout près du puits, regardant en bas. Elle est là-bas, regardant en haut. Ses yeux écarquillés, suppliants. Chaque fois que je me réveille, mes mains tremblent. Mon cœur bat la chamade. C'est comme si je l'avais abandonnée. Hélène lui serra doucement l'épaule. As-tu déjà pensé qu'elle était peut-être ta mère biologique? Marcus la regarda droit dans les yeux. Elle est. Cet après-midi-là, Marcus rentra chez lui après son service. Il s'arrêta devant le miroir et se regarda. Des cernes sous les yeux, des joues visiblement enfoncées. Il inspira profondément, ouvrit un tiroir et en sortit un mince dossier ou une collection de papiers épars qu'il avait rassemblés au fil des années. Le dossier de la disparition non résolue de 2018. Anna Oliver, 30 ans, femme de ménage, jamais retrouvée. Il a sorti une vieille photo. Le visage de la femme ressemblait exactement à celui qui avait hanté ses rêves toute sa vie. Pourquoi puis-je voir ton visage? Pourquoi personne ne me croit? Cette nuit-là, le téléphone sonna. C'était Gavin. Es-tu libre, Marcus? Que se passe-t-il, mon oncle? J'ai trouvé quelques vieux documents supplémentaires dans les archives de la ville. Vous devriez les voir. Marcus y est allé immédiatement ce soir-là. Le bureau du conseil municipal était sombre, à l'exception de la lampe de bureau qui brillait sur le bureau de Gavin. Ici, jetez un œil. Gavin a glissé vers lui une copie d'un registre de logement de 2017. Sous le nom de Vincent Sullivan, il y en avait une autre à la même adresse, Anna Oliver, résidence temporaire. Pas de contrat. Il s'agissait de la femme de ménage que Vincent avait embauchée une fois. De plus, la femme a signalé sa disparition l'année suivante. Marcus se figea. Elle vivait dans ma maison et personne en dehors de ta famille n'était au courant? Gavin se pencha en arrière sur sa chaise et continua, encore une chose, Marcus. Votre nom n'apparaît dans les actes de naissance d'aucun hôpital du comté de Fairview pour 2018 à 2019. C'est comme si vous n'aviez jamais existé dans le système. Tu penses que je suis le fils d'Anna? Je ne peux pas en être sûr, mais si c'est le cas, sa disparition pourrait être liée à toi. Quelques jours plus tard, Marcus retourna dans l'ancienne maison. La maison de Vincent s'était beaucoup détériorée, mais il y vivait toujours. Clara était retournée à la campagne il y a 2 ans pour s'occuper de sa mère âgée. Marcus sonna à la porte. Vincent ouvrit la porte en plissant les yeux. C'est toi. Je veux entrer juste un moment. Vincent hocha lentement la tête, évitant tout contact visuel. Le jardin ressemblait exactement à celui dont Marcus se souvenait. L'herbe poussait jusqu'à la taille. Quelques briques dépassaient du sol. Et dans le coin le plus éloigné de la cour, l'endroit où se trouvait autrefois le puits était caché. Je veux planter des fleurs ici, a déclaré Marcus en désignant un coin de terre près du coin. Vincent fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je fais juste un peu de ménage. Peut-être que plus tard je ferai pousser des légumes bio. Vincent resta silencieux, un éclair d'irritation dans les yeux. On peut travailler n'importe où sauf là-bas. Pourquoi pas? Parce que je l'ai dit. Marcus s'approcha du bord du jardin. Y a-t-il quelque chose là-dessous? Cria Vincent. À quoi penses-tu? Je t'ai élevé pendant 20 ans. Non. Tu as élevé un garçon que personne d'autre n'osait toucher. Un garçon qui connaît la vérité. Ferme ta bouche avant que je... Vincent s'arrêta. Les yeux de Marcus ne portaient plus la peur d'un enfant. Ils étaient froids, déterminés et pleins d'une rage silencieuse. Je vais demander l'autorisation de fouiller cette zone. Je veux savoir qui était ma vraie mère. Même si je dois creuser jusqu'au fond. Vincent ne dit rien. Il se tourna et claqua la porte. Hélène est venue voir Marcus la nuit suivante. Il était assis devant l'ordinateur, dessinant une carte du jardin.
Pensez-vous qu'il est coupable? Je le crois. Il n'y a personne d'autre qui ait suffisamment de motivation pour enterrer ma mère sous cette cour. Hélène s'assit à côté de lui. Si c'est vrai, penses-tu que tu es prêt à y faire face? Marcus regarda par la fenêtre. J'ai vécu toute ma vie dans le mensonge. Je ne veux pas continuer à le faire. Aussi horrible que soit la vérité, au moins c'est la vérité. Hélène lui tenait la main. Alors j'irai avec toi. Le lendemain matin, Marcus s'est rendu au bureau foncier pour demander un permis pour creuser l'arrière-cour. Là, il a rencontré Martha Simons, une agente terrestre à l'air sévère. Vous aurez besoin d'une raison valable pour demander des fouilles, d'autant plus que cette zone possédait autrefois un vieux puits. Selon la loi, vous avez besoin d'un formulaire d'assurance géologique. Pouvez-vous m'aider? À une condition, dis-moi la vraie raison. Marcus resta silencieux, puis remit la copie de l'acte de décès d'Anna Oliver et les documents que Gavin avait trouvés. Martha les lut, son expression s'assombrissant. Il ne s'agit plus d'une affaire privée. Il s'agit potentiellement d'une enquête criminelle. Cet après-midi-là, Vincent a reçu un avis officiel du conseil municipal lui demandant de sceller temporairement la cour arrière à des fins d'enquête. Il jeta le papier par terre, le visage brûlant. Le vent du soir soufflait dans les hautes herbes, au plus profond de la terre, quelque chose semblait attendre de se lever. Êtes-vous absolument sûr? Demanda encore Gavin alors qu'il se garait devant l'ancienne maison de Vincent. Je suis sûr. Marcus hocha la tête, les yeux rivés sur le jardin. Si je ne le fais pas maintenant, je pourrais passer le reste de ma vie perdue dans un rêve sans issue. Gavin resta silencieux un moment, puis soupira. Je viens de réussir à obtenir un permis temporaire. Valable pour 3 jours. Mais après, s'il n'y a pas de preuves concrètes, la ville sera obligée de fermer. 3 jours suffisent, répondit fermement Marcus. J'ai juste besoin d'atteindre le fond du puits. Cette nuit-là, Vincent buvait seul dans le salon, la faible lumière projetant son ombre allongée sur le mur. La télé était allumée, elle jouait doucement, mais il n'y prêtait pas attention. La porte s'ouvrit. Marcus entra. Vincent leva les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici? » J'ai officiellement demandé à réaménager le jardin. Je vais creuser. Tu es fou. Peut-être que les médias commencent à appeler. Ils sentent le sang. Tu crois que je vais te laisser tout démolir? Tu caches ça depuis 20 ans, n'est-ce pas? Marcus le regarda sans cligner des yeux. À l'époque, on pensait que je ne m'en souviendrais pas, mais c'est vrai. Ou du moins, je l'ai ressenti. L'odeur de la boue, les cris, puis le silence après la bousculade. Vincent se leva d'un bond, serrant fermement son verre de whisky. Sortir. Je vais creuser. Même si tu te tiens devant moi, je creuserai. Vincent jeta le verre au sol. Il s'est brisé bruyamment. Marcus ne broncha même pas. Il s'est simplement retourné et s'est éloigné. Le lendemain matin, à 7 heures, un petit camion transportant une excavatrice s'est arrêté devant le portail. Gavin est sorti le premier, suivi d'un grand homme barbu nommé Benjamin Perry, un opérateur d'excavatrice professionnel que Gavin avait embauché à titre privé à Redwood. « Où est le puits ?» demanda Benjamin en abaissant sa casquette. Marcus désigna une parcelle d'herbe haute près du coin de la cour. Là-bas. C'était un puits. Il est enterré maintenant. Benjamin rit légèrement. J'ai vu des gens remplir des étangs pour oublier de vieilles histoires, mais le sol n'oublie jamais. Il a démarré la pelle. Le rugissement du moteur déchirait l'air calme du matin. Des voisins curieux se sont rassemblés le long de la clôture et se chuchotaient. Est-ce que c'est le gamin qui disait des bêtises? Ouais, c'est Marcus. Il a l'air sérieux maintenant. Tu te souviens de l'histoire du puits? Bien sûr. Qui ne le fait pas? Mais j'ai toujours pensé que c'était juste inventé. Marcus les a tous entendus. Mais il ne s'est pas retourné. Les fouilles se sont poursuivies en rythme. La première couche de terre révélait des pierres rugueuses et craquelées. À midi, alors que Benjamin avait creusé près de 2 mètres de profondeur, la machine s'est arrêtée. « Il y a quelque chose ici », cria-t-il. Gavin et Marcus sont arrivés en courant. Sous le sol fraîchement déterré se trouvait un cercle de vieilles briques, l'embouchure d'un puits grossièrement scellé avec du ciment. Benjamin frappa violemment, puis dit « Ce travail de béton est un travail d'amateur. Il a probablement été simplement coulé pour le recouvrir et enterrer dessus.
Ouvre-le, dit Marcus, la voix rauque. Benjamin a utilisé un marteau-piqueur pour briser le béton. Après presque une demi-heure, un grand trou est apparu. Une vague d'air humide et nauséabond jaillit du puits. Jésus-Christ, Gavin se couvrit le nez. Ça pue, Marcus recula d'un pas, puis se pencha à nouveau pour baisser les yeux. Il fait si sombre, murmura-t-il, comme dans les rêves. Gavin alluma une lampe de poche et l'éclaira. Le faisceau vacillant capta quelque chose de rond et d'humide, comme des os. « Appelle la police », a crié Gavin. Benjamin a immédiatement couru vers le camion pour appeler. Marcus resta là, les yeux rivés sur l'obscurité en contrebas. « Je pense que je vois des cheveux. » Marcus, recule, Gavin l'éloigna. « C'est une scène de crime maintenant. » « Non, j'ai besoin de la revoir une fois de plus. »« Tu ne sais même pas si c'est ta mère, Marcus. »« Attends les analyses médico-légales. »« Je n'en ai pas besoin. »« Je sais. J'ai vu ce visage pendant 20 ans, dans mes rêves, dans mes larmes, dans le silence le plus terrifiant. » Une rafale de vent froid souffla, emportant la puanteur putride jusqu'au fond de leur gorge. Les voisins ont commencé à battre en retraite, beaucoup se couvrant le nez et toussant. La police est arrivée environ 25 minutes plus tard. 3 voitures de patrouille ont bloqué l'entrée et du ruban jaune a bouclé la cour. Une policière s'est approchée et a fait un signe de tête à Gavin. « Je suis le lieutenant Carmen Walker, de l'unité des enquêtes criminelles. »« Qui a fait la découverte ?»« Je l'ai fait, » répondit Marcus à voix basse. « J'ai grandi ici. J'ai des raisons de croire que ma mère biologique a été assassinée et que son corps a été caché là-bas. » Carmen fronça les sourcils. « Avez-vous des preuves de cette affirmation ?» Mémoire. Instinct. Plus de 20 ans de tourments. Et une femme nommée Anna Oliver qui a disparu sans laisser de traces de cette même maison. Carmen étudia Marcus pendant quelques secondes, puis se tourna vers l'équipe médico-légale et posa une longue caméra dans le puits. L'écran a immédiatement montré une image floue. « Bon Dieu », marmonna un technicien. Carmen se pencha pour regarder. C'est un os humain. Cela ne fait aucun doute. Gavin expira brusquement. Donc il avait raison. Marcus ne dit rien. Il resta là, silencieux, les poings serrés, les yeux rouges. 2 heures plus tard, une partie d'un corps a été soulevée à l'aide d'une poulie. Le technicien médico-légal l'a délicatement placé sur une bâche blanche. Il y avait aussi un vêtement en lambeaux, mais quelques morceaux de tissu bleu étaient encore visibles. Marcus s'effondra à genoux. C'est elle, cette couleur. Carmen s'avança. Nous effectuerons un test ADN. S'il s'agit d'Anna Oliver, vous devrez fournir un échantillon pour comparaison. Je suis prêt. Qui était le dernier résident ici? Monsieur Vincent Sullivan, mon père adoptif, dit Marcus d'une voix d'acier. Et il est le seul à savoir que cela existait. Carmen hocha la tête, l'expression vive. À la tombée de la nuit, Marcus n'était toujours pas parti. Il se tenait près du bord du puits, désormais étroitement bouclé. Le vent soufflait froid et l'odeur de la terre humide persistait. Gavin drapa un manteau sur les épaules de Marcus. « Veux-tu être seul ?» Marcus secoua la tête. « Non, je veux rester pour lui faire savoir que je ne cours plus. Je ne me boucherai plus les oreilles, je ne fermerai plus les yeux et je ne me cacherai plus dans mes rêves. » Gavin lui serra doucement l'épaule. « Alors tu n'es plus un enfant. » Marcus leva les yeux vers le ciel. « On me traitait de fou, délirant, hanté. Mais le vrai fou est celui qui a essayé d'enterrer une personne vivante comme si elle n'avait jamais existé. » Le vent hurla encore. Au loin, des chiens aboyaient. Et pendant un bref instant dans la nuit, le visage de la femme en robe bleue semblait apparaître non pas souffrant, mais en paix. « Êtes-vous un proche de la victime ?» Une femme en blouse blanche, les cheveux attachés en chignon et un regard sévère s'approcha. Son badge nominatif indiquait « Dr Martin, légiste ». Marcus hocha la tête, la voix basse. « Je suis son fils. »« Je le crois. » Lucie hocha légèrement la tête, puis lui fit signe, ainsi qu'à Gavin, de s'asseoir sur un banc à l'extérieur de la salle médico-légale. Ils attendirent les résultats de la comparaison ADN, la confirmation définitive que les restes du puits appartenaient à Anna Oliver, la femme qui avait hanté Marcus toute sa vie. « Connaissez-vous votre groupe sanguin ?» demanda Lucie en jetant un coup d'œil au dossier. « Oh, j'ai fait une prise de sang quand j'étais enfant.
Alors ce sera rapide, dit-elle doucement. Nous avons déjà extrait des échantillons des dents de la victime et conservé ses cheveux. Il faudra encore quelques heures pour les faire correspondre. Marcus serra les poings. La sueur perlait sur son front malgré la climatisation glaciale. Gavin s'assit à côté de lui, posant doucement une main sur son épaule. Peu importe ce que disent les résultats, c'est vous qui avez cherché la vérité. Personne ne peut vous l'enlever. Devant la maison de Vincent, l'équipe d'enquête criminelle a commencé à dresser des barricades. Le lieutenant Carmen Walker a frappé à la porte avec un mandat en main. Monsieur Vincent Sullivan, police. Il n'y a eu aucune réponse. Carmen fit un signe de tête à ses coéquipières. Ils ont cassé la serrure et poussé la porte. La maison était sombre, les rideaux bien tirés. L'odeur de moisissure et d'alcool remplissait l'air. Carmen traversa prudemment le salon et s'arrêta près de la cuisine. Par ici, a appelé un officier. Vincent était assis affalé sur une chaise, la tête penchée sur la table. Sur la table se trouvait une bouteille d'alcool presque vide, une cigarette à moitié brûlée et un morceau de papier froissé griffonné d'une écriture en désordre. Je ne l'ai pas tué. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Je l'ai élevé. J'en avais le droit. Carmen serra les dents. Emmenez-le au commissariat. Faites une prise de sang et une évaluation de sa santé mentale. À partir de ce moment, Vincent Sullivan est en état d'arrestation pour meurtre. À l'unité médico-légale, le docteur Martins est sorti avec un dossier. Voulez-vous entendre les résultats maintenant? Demanda-t-elle à Marcus, son expression s'adoucissant légèrement. Oui, s'il vous plaît. Le squelette du puits est celui d'une femme, dont l'âge est estimé entre 29 et 31 ans en raison du décès, un traumatisme contondant au crâne entraînant une hémorragie interne. Heure estimée du décès il y a environ 19 à 20 ans. L'ADN des restes correspond au vôtre avec une certitude de 99,996%. En bref, Martins fit une pause, puis dit fermement, c'est votre mère biologique. Anna Oliver. Un lourd silence envahit le couloir. Marcus agrippa la balustrade métallique à proximité. Son corps tout entier était épuisé. Il a eu le souffle coupé et s'est effondré, mais il n'a pas pleuré. Hélène, qui venait d'arriver, se précipita pour le rattraper. « Je vais bien, murmura-t-il d'une voix rauque. Je viens enfin de voir ma mère. » Lucie posa une main sur son épaule. Elle serait très fière. Son fils ne l'a pas oublié. Donc, c'est confirmé, a demandé Gavin à Carmen alors qu'ils étaient assis dans la voiture. Oui. Nous disposons désormais de preuves médico-légales complètes. Le reste consiste à faire avouer Vincent Sullivan. Pensez-vous qu'il le fera? Je ne suis pas sûr. Les hommes comme lui se considèrent souvent comme des victimes ou comme quelqu'un qui s'est sacrifié pour la famille. Gavin fronça les sourcils. Je soupçonne qu'il n'a pas tué Anna par pure haine. C'était peut-être la peur du scandale, la peur de perdre le contrôle, ou les deux. Ou peut-être à cause de l'enfant. Marcus a été autorisé à voir la dépouille de sa mère dans une pièce privée. Le corps avait été entièrement remonté, recouvert d'un tissu blanc. Au chevet du lit se trouvait un vieux manteau bleu délavé taché de boue. Marcus s'avança, la main tremblante alors qu'il soulevait doucement le bord du tissu, regardant les coutures usées. Je voyais ce manteau dans mes rêves, murmura-t-il, se parlant presque pour lui-même. Chaque nuit, quand j'étais grondé, quand j'étais battu, quand je pleurais, tu étais toujours là. Hélène se tenait à côté de lui tenant la main. Tu l'as appelée 1000 fois. Maintenant, elle peut t'entendre. Une douce brise passait par une fente de la porte, faisant flotter le rideau. À ce moment-là, Marcus leva les yeux, ses yeux n'étant plus vides comme avant. Carmen était assise en face de Vincent dans la salle d'interrogatoire. Le vieil homme avait l'air épuisé, les cheveux ébouriffés, le menton couvert de chaume. Monsieur Vincent, vous étiez présent sur les lieux de la disparition d'Anna Oliver. Vous étiez la seule personne vivant dans cette maison à ce moment-là et son corps a été retrouvé juste dans le puits derrière votre maison. Vincent resta silencieux. Saviez-vous que Marcus était son enfant biologique? Je l'ai fait, répondit-il d'une voix rauque. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Pourquoi n'y avait-il pas d'acte de naissance légal? Vincent inspira profondément. Parce qu'il s'est trompé. Vous avez eu des relations avec la servante. Lorsqu'elle est tombée enceinte et a menacé de le révéler, vous, qu'avez-vous fait? Elle voulait détruire ma famille.
Tu l'as tué. Vincent n'a pas répondu. Ses yeux dérivèrent vers le plafond comme s'il parlait à quelqu'un d'invisible. Je lui ai donné un nom, une maison. C'est mieux que de le laisser mourir dans la rue. Carmen plissa les yeux. Mais tu as emmené sa mère. Un nom et un toit ne lavent pas le sang de tes mains. Vincent ricana. Tout le monde est coupable de quelque chose, même toi. Clara revient de la campagne lorsqu'elle apprend la nouvelle. Elle arriva à l'hôpital et trouva Marcus dans un long couloir vide. Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, les yeux remplis de larmes. Marcus la regarda, son regard s'adoucissant. Tu sais, quand j'étais petite, je pensais que tu avais juste peur de moi. Maintenant je comprends. Tu avais peur de la vérité. C'est vrai, acquiesça Clara. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'étais trop faible pour y faire face. Maintenant, il n'y a plus rien à cacher. Clara le serra fort dans ses bras. Je suis désolé et je suis fier de toi pour ton courage. Marcus est retourné une dernière fois dans la vieille maison avant que la police ne la boucle complètement. Le jardin où le puits avait été creusé était désormais clôturé par des barrières en acier. Il se tenait là, tenant un bouquet de chrysanthèmes blancs. Gavin arriva un instant plus tard, se tenant silencieusement à côté de lui. À l'époque, les gens m'appelaient le garçon bien portant. Maintenant, je veux juste qu'il sache que je suis le fils d'Anna Oliver. Gavin lui tapota l'épaule. Et celui qui a sorti la vérité de la boue. Marcus déposa le bouquet au bord du puits. Maman, je suis arrivé trop tard. Mais je suis venu. Une seule larme coula sur sa joue. Mais cette fois, il n'y avait pas de colère, seulement une paix tranquille et tardive. Nous disposons désormais de suffisamment de preuves pour accuser M. Vincent Sullivan de meurtre avec préméditation, dissimulation d'un corps et falsification de documents d'adoption, a annoncé le lieutenant Carmen Walker devant des dizaines de journalistes lors d'une conférence de presse d'urgence au siège de la police de la ville. Des flashs se déclenchaient constamment. Les journalistes ont pointé leur microphone vers le podium. Quel était le mobile du meurtre, lieutenant, a demandé un journaliste. Carmen ne s'y a pas. Selon l'enquête en cours, M. Vincent Sullivan avait une relation avec la victime, mademoiselle Anna Oliver, qui travaillait comme femme de ménage dans sa maison. Quand Anna est tombée enceinte et a menacé de révéler leur relation, M. Sullivan l'a tuée pour dissimuler l'affaire, puis a enterré son corps dans le puits derrière sa maison. Il a ensuite falsifié des documents pour adopter le bébé, qui s'est avéré être Marcus Oliver. Y avait-il un complice? Intervint une autre voix. Nous élargissons l'enquête. Mais Madame Sullivan, Clara Simons, coopère pleinement avec la police. Dans la cellule numéro 4, Vincent était assis, immobile, regardant fixement à travers la petite fenêtre grillagée. Carmen entra et s'assit en face de lui. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire avant que l'affaire ne soit portée devant le tribunal? Vincent ne répondit pas. Il ferma les yeux et appuya sa tête contre le mur. Carmen ouvrit son cahier et lut à haute voix. Le 12 août 2004, Anna Oliver a disparu de la ville. Vous étiez la dernière personne confirmée à avoir eu des contacts avec elle. Cette nuit-là, plusieurs voisins ont rapporté avoir entendu des disputes bruyantes venant de chez vous. 3 jours plus tard, vous êtes revenu d'un orphelinat avec un nouveau-né. Vincent ouvrit les yeux. Et maintenant, nous avons des preuves ADN prouvant que l'enfant était le fils d'Anna. Comprenez-vous ce que vous avez volé? Vincent ricana faiblement. Un enfant illégitime. Une femme qui a osé me faire chanter avec ce gamin en se suicidant, se moqua-t-il. Carmen a continué. Je lui ai donné un nom, un toit. J'ai bien fait. Vincent resta silencieux. Carmen se leva, le regard froid comme l'acier. Monsieur Sullivan, vous avez le droit de garder le silence, mais à chaque seconde où vous refusez de dire la vérité, vous vous enfoncez plus profondément dans l'obscurité. Partout à Silverwood, personne ne pouvait arrêter de parler de cette affaire. Des boulangeries aux stations-service, des écoles au café, les noms de Vincent Sullivan et Marcus Oliver étaient sur toutes les lèvres. Je pensais que ce garçon était fou, a murmuré Katharina Simons, propriétaire d'une boulangerie, à un client. Il s'avère qu'il avait raison. Il a tout vu quand il n'était qu'un petit enfant. J'aime Vincent, mon Dieu, je respectais cet homme. Une autre personne secoua la tête. Il a été membre du conseil municipal pendant 10 ans. Maintenant, c'est clair. Ce qui faisait peur,
ce n'était pas le garçon qui disait des bêtises, marmonna une autre personne. C'était l'homme adulte qui savait dissimuler le sang. Dans son petit appartement, Marcus était assis avec Gavin et Hélène. Sur la table se trouvaient les dossiers et un acte de décès officiel. Anna Oliver, décédée le 12 août 2004. Cause du décès, homicide. Comment vous sentez-vous? Demanda Gavin. Marcus regarda le nom de sa mère sur le papier. Soulagé, mais aussi vide, répondit-il. Hélène lui serra la main. Ta mère a retrouvé son nom. Et tu as ta vérité. Je pensais que j'avais tort, que j'étais brisé, que je n'étais pas désiré, a déclaré Marcus. Maintenant, je réalise que j'étais le seul à ne pas l'oublier. Gavin hocha la tête. Vous êtes le dernier témoin et le seul assez courageux pour parler. Marcus regarda Gavin. Sans toi, je me serais peut-être enfoui dans mes rêves pour toujours. Non, dit Gavin. Tu l'aurais trouvé quoi qu'il arrive. Ce puits n'était pas assez profond pour enterrer un amour comme celui-là. Le lendemain matin, Carmen a reçu un appel du bureau du procureur. Nous avons décidé de poursuivre Vincent Sullivan pour 3 chefs d'accusation, meurtre, dissimulation de corps et falsification de documents d'adoption. L'audience préliminaire aura lieu dans 6 semaines. Et l'enfant, Marcus Oliver, se verra délivrer un nouvel acte de naissance mentionnant Anna Oliver comme sa mère. Le nom du père restera vierge jusqu'à la conclusion finale. Compris. Carmen raccrocha et se laissa tomber sur sa chaise. Elle regarda la photo d'Anna, placée en haut du dossier. C'était un visage de femme doux, avec des yeux profonds et semblables à des puits. Tu n'as pas disparu, murmura-t-elle. Ce soir-là, Marcus rendit visite à Clara. La petite maison de banlieue était calme, avec une lumière chaude provenant de la cuisine. Clara préparait une soupe aux haricots, dont l'odeur emplissait le porche. « Voulez-vous quelque chose à manger » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Marcus s'assit. « Je ne suis pas venu te blâmer. Je veux juste te dire que tu m'as élevé. Même si tu avais peur, même si tu es resté silencieux, tu m'as donné un foyer. » Clara s'étrangla. « J'avais tort. Je sais que si j'avais parlé plus tôt, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais si tu ne m'avais pas accueilli, peut-être que je n'aurais pas survécu pour retrouver ma vraie mère. » Clara fondit en larmes, serrant Marcus dans ses bras. « Pouvez-vous me pardonner ? Je ne t'ai jamais blâmé, murmura Marcus. J'aurais juste aimé que tu ne restes pas silencieux. Clara hocha doucement la tête. Je promets que je ne garderai plus jamais le silence. Une semaine plus tard, Vincent a comparu devant le tribunal pour la première audience préliminaire. La salle d'audience était remplie de journalistes. Sur le banc, Marcus était assis bien droit, ses yeux ne quittant jamais son père adoptif. « Avez-vous quelque chose à dire à la victime, Marcus Oliver » a demandé l'avocat. Vincent regarda Marcus, le regard vide. « Je pensais que tu étais un fardeau. Mais tu as fait mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. » « Merci, répondit Marcus. Grâce à toi, je sais que je n'appartiens plus à cette obscurité. » Après l'audience, Carmen a rencontré Marcus à l'extérieur du palais de justice. « Tu sais, dit-elle, les yeux sincères, j'ai traité de nombreux cas de meurtre, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux que toi. » Marcus hocha la tête. « Parce que je n'ai plus rien à perdre. »« Tu as tort, dit Carmen. Maintenant, tu as tout récupéré. Ton nom, tes racines, ta vérité. » Marcus leva les yeux vers le ciel. « Maintenant, je veux juste vivre la vie que ma mère n'a jamais pu vivre. Es-tu prêt ?» Hélène jeta un coup d'œil dans la pièce en souriant. Marcus se tenait devant le miroir, ajustant le col d'une simple chemise blanche. Il se tourna et hocha légèrement la tête. « Jamais prêt, mais jamais plus en paix qu'aujourd'hui. » Hélène s'approcha, fermant le dernier bouton. « Je suis fier de toi, Marcus. » Beaucoup de gens le sont, a-t-il répondu. « Ce n'est pas à cause de moi, murmura Marcus. C'est à cause d'elle. » La mairie de Silverwood était pleine à craquer. L'éclairage tamisé baignait les rangées de spectateurs, un mélange d'étrangers et de visages familiers, tous assis en silence. Au-dessus de la scène était accrochée une grande banderole, la Fondation Anna Oliver, l'espoir des profondeurs. Marcus monta sur le podium alors que les applaudissements remplissaient la salle. « Merci à tous d'être ici », commença-t-il, la main tremblant légèrement.
Il y a un an, j'étais juste quelqu'un qui vivait dans des rêves auxquels personne ne croyait. Un enfant qui a grandi entouré de silence, de peur et de ragots chuchotés dans mon dos. Il s'arrêta, son regard balayant la foule. Mais aujourd'hui, je suis ici non pas pour raconter une tragédie, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Ma mère, Anna Oliver, était une femme courageuse. Elle ne méritait pas d'être oubliée dans le noir. Cette fondation est destinée aux personnes comme elle, aux mères célibataires, aux enfants maltraités, à tous ceux qui se sont retrouvés piégés dans un cauchemar auquel personne ne croyait. Un sanglot étouffé sortit du deuxième rang. Hélène et moi avons voyagé partout, rencontré des centaines de personnes. Ils nous ont dit, je pensais que j'étais fou de me souvenir encore de ma mère dans mes rêves, ou que j'étais battu pour avoir osé prononcer un nom mort. Marcus pinça les lèvres, puis hocha la tête. Mais personne n'est fou de se souvenir. Personne n'a tort de vouloir la vérité, et personne ne mérite d'être enterré vivant dans le silence. Les applaudissements s'amplifièrent à nouveau, plus longs, plus profonds. Après la cérémonie, Marcus s'est assis dans les coulisses, retirant simplement son micro-cravate lorsque la porte s'est ouverte. Une femme d'âge moyen entra, tenant une vieille photographie. « Êtes-vous Marcus Oliver ?» elle a demandé. « Oui, madame. »« Et vous l'êtes ?»« Je m'appelle Sophia Collins. J'habitais en face de la maison de monsieur Vincent. » Elle a étendu la photo. « Voici ta mère. La dernière photo que j'ai prise d'elle, une semaine avant que cela n'arrive. » Marcus l'a pris. Sur la photo, Anna se tenait à côté d'un treillis bougainvillea, les cheveux attachés, souriant brillamment. « Tu as gardé cette photo toutes ces années ? Il fut un temps où j'avais envie de le déchirer, par peur des ennuis. Mais je n'y arrivais pas. Elle était si gentille. Elle me disait bonsoir tous les soirs. Elle appelait son fils petit Marcus au poing. Marcus se figea. « Que as-tu dit ? Petit Marcus ? C'était son surnom pour toi. Elle le murmurait tous les soirs en te portant à l'intérieur. Je m'en souviens très clairement. » Marcus serra fermement la photo, la gorge serrée. « Merci. Merci beaucoup. » Sur le chemin du retour, Hélène était au volant. « Tu penses toujours à lui ?» elle a demandé. « Vincent ?» Marcus hocha la tête. « Plus grand-chose maintenant. Maintenant, je le plains plus que je ne suis en colère. Il n'avait pas le droit de se suicider. Mais maintenant, il n'a plus rien et plus personne ne le croit. Je pense que c'est une punition plus lourde que n'importe quelle peine de prison. » Hélène lui prit la main en silence. Le lendemain, Marcus avait rendez-vous avec un avocat du comté de Fairview représentant une organisation qui défend les victimes de violences domestiques. « Nous aimerions collaborer avec la Fondation Anna Oliver sur un nouveau programme pour les enfants abandonnés », a déclaré l'avocate Rachel Benson. « Seriez-vous prêt à en être le visage ? Que devrais-je faire ? » demanda Marcus. « Partagez votre histoire. Défendez votre vrai nom, votre véritable identité. » Marcus hocha la tête. « Je ne veux plus me cacher derrière un faux nom de famille. Je suis Marcus Oliver, fils d'Anna Oliver, et je n'en ai pas honte. » À la prison du comté, Vincent Sullivan était assis seul dans la salle de visite. La porte s'ouvrit. Clara entra. Vincent sourit. « Que faites-vous ici ? » ?»« Pour te regarder dans les yeux. Une dernière fois. » Vincent haussa les épaules. « Tu ne regrettes rien. »« Je regrette de ne pas avoir tout nettoyé plus tôt, » ricana Vincent. « S'il n'y avait pas ce garçon qui creusait le puits. »« C'est ton fils. »« Non, c'est une ombre que j'ai soulevée pour compenser une erreur. » Clara se leva. « Et il est la lumière alors que tu n'es que l'ombre. » Quelques mois plus tard, Marcus se tenait sur une petite place de Boston, participant à une campagne intitulée « Préserver la voix, restaurer l'identité ». Derrière lui se trouvait une banderole sur laquelle étaient imprimés des centaines de visages de femmes disparues. Il tenait le micro. « Je m'appelle Marcus Oliver. J'étais autrefois considéré comme un enfant délirant, un garçon fou, une histoire qu'il vaut mieux oublier. Mais je suis la preuve vivante que la vérité trouvera toujours un moyen de faire surface, même si elle est enfouie profondément sous terre. » Une petite fille d'environ 10 ans se tenait à côté de sa mère et se dirigeait vers lui. « Monsieur Marcus, dit-elle timidement. C'est toi qui as trouvé ta mère. » Marcus s'agenouilla. « Oui, ma mère était autrefois au fond d'un puits profond. Mais maintenant elle est ici,
dit-il en posant une main sur son cœur, et là-bas, là où les gens ne se détournent plus. La petite fille sourit. Ma maman me manque aussi. Où est ta maman? Je ne sais pas, mais maintenant je crois que je vais la retrouver. Après l'événement, Marcus a reçu des centaines de lettres. L'une provenait d'un homme nommé Dominique Nolan, vivant à Richmond. Vous ne me connaissez pas, mais je vous ai vu à la télévision. J'ai caché une fois que ma mère avait été battue à mort par son mari. J'avais peur, mais maintenant je suis allé voir la police. Merci d'avoir été courageux pour nous tous. Marcus plia la lettre, les yeux brillants. Tu es quelqu'un de très important, Marcus, murmura Hélène en le serrant par derrière. Non, je ne suis qu'un enfant abandonné, sourit-il, mais qui n'a jamais abandonné la vérité. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir accepter cette offre? A demandé Hélène en lui montrant à nouveau la lettre, qui provenait d'une chaîne de télévision nationale. Ils veulent transformer toute l'histoire en documentaire. Ils couvriront tous les frais. Il suffit de raconter les choses exactement telles qu'elles se sont produites. Marcus resta silencieux, faisant tournoyer la tasse de thé dans sa main. J'ai peur de me souvenir de certaines choses. Je préfère oublier. Mais vous avez aussi dit un jour, la vérité ne devrait pas être enterrée. Marcus sourit. Et maintenant, je suis sur le point de le mettre en lumière. Hélène sourit en retour. Au moins, ce film n'aura pas besoin d'un scénario. Votre vie l'a déjà écrit. 2 mois plus tard, l'équipe de production est arrivée à Silverwood. La réalisatrice était une femme d'âge moyen dotée d'un flair artistique nommé Patricia, primée pour ses documentaires sur les victimes de violences domestiques. Je ne veux pas édulcorer cette histoire, a-t-elle déclaré franchement lorsqu'elle a rencontré Marcus pour la première fois. Je veux que le public comprenne comment le silence peut tuer et comment le courage peut sauver des vies, a ajouté Marcus. Patricia hocha la tête. Pour la scène d'ouverture, je veux filmer là-bas. Le puits, l'ancien terrain qui appartenait autrefois à Vincent, appartient désormais à la ville. Sur la parcelle où le puits avait été comblé, on rénovait un petit jardin, planté de chrysanthèmes blancs et de buganilias, les fleurs préférées d'Anna. Un mémorial en granit gris était gravé d'Anna Oliver, 1974 à 2004. Une mère qui n'a jamais abandonné son enfant. Marcus se tenait silencieusement devant la pierre. Béatrice et l'équipe de tournage sont restées silencieuses, laissant le bruit du vent, des oiseaux et la voix de Marcus remplir le microphone. Je t'ai trouvé, maman, dit-il doucement. Hélène lui serra doucement la main derrière lui. Et je vivrai la vie que tu n'as jamais eu à vivre, dit-il doucement, en se penchant pour déposer un bouquet de chrysanthèmes blancs. Un après-midi, alors que le soleil baissait, Clara visita le jardin commémoratif. Elle portait une simple robe marron et portait un panier de graines. Hélène a dit que je pourrais planter quelque chose ici, a-t-elle déclaré. Marcus hocha la tête. Que veux-tu planter? Chrysanthème violet. La couleur du pardon. Marcus baissa les yeux sur le sol et hocha doucement la tête. Je t'ai déjà pardonné, mais je ne me suis pas pardonné. Alors commence par coudre les graines, sourit-il. La mère et le fils s'agenouillaient côte à côte, retournant la terre et y déversant des graines comme de douces larmes tombant dans le passé. Quelques jours plus tard, Marcus reçut une lettre du prisonnier Vincent Sullivan. Le papier était jauni, l'écriture manuscrite était griffonnée. Je ne suis pas désolé parce que je n'ai jamais pensé que tu aurais dû exister. Mais si tu choisis de pardonner, alors je n'ai pas le droit de refuser. Tu as gagné. Tu es son fils, et elle a gagné aussi. Hélène finit de lire et fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu vas en faire? Marcus déchira la lettre en deux et la jeta dans la cheminée. Je n'ai pas besoin d'excuses pour passer à autre chose. Je n'ai juste pas besoin de regarder en arrière. La première du documentaire Sous le puits, l'histoire d'Anna et Marcus a eu lieu à Boston. Le théâtre était plein à craquer. De nombreuses personnes ont dû se tenir le long des murs. Patricia parla la première. Ce film n'a pas d'acteurs, pas d'effets spéciaux. Une seule personne, autrefois un enfant réduit au silence par des vérités auxquelles personne ne voulait croire. Et maintenant, il parle pour nous tous. Marcus monta sur scène. Les projecteurs étaient braqués directement sur lui. Une fois de plus, des centaines de regards se tournèrent vers lui. Cette histoire n'est pas que la mienne, a-t-il déclaré. Cela appartient à tous ceux qui ont été réduits au silence, qui ont été traités de fous pour se souvenir, pour aimer quelqu'un dont le nom était interdit.
Il baissa les yeux sur la foule. Beaucoup essuyaient leurs larmes. Si l'un d'entre vous ici porte des souvenirs étouffés, sachez ceci, ces souvenirs ne vous rendent pas faibles. Ils vous rendent réels, et la vérité trouvera toujours la lumière. Les applaudissements ont déferlé comme des vagues. Le lendemain matin, un email est arrivé dans la boîte de réception de Marcus. Je m'appelle Sylvia Allen, directrice du Centre national pour la justice et la réconciliation. Nous aimerions vous décerner le titre de porteur de la vérité pour votre contribution non seulement à votre cas personnel, mais aussi pour avoir aidé des centaines d'autres victimes à trouver leur voie. Hélène finit de lire et se tourna vers lui. Est-ce que cela ne ressemble pas à un miracle? Non, ce n'est pas un miracle, répondit Marcus. C'est ce qui aurait dû se produire il y a longtemps, sans les gens qui ont choisi le silence. 1 an plus tard, le jardin commémoratif Anna Oliver est devenu un arrêt régulier des bus scolaires transportant des lycéens de partout. Un enseignant a conduit un groupe d'élèves jusqu'au mémorial en pierre, en le montrant du doigt. Cette histoire est réelle. Et cet homme qui se tenait là-bas était autrefois l'enfant qui a osé creuser le puits, non pas pour trouver un cadavre, mais pour découvrir la vérité. Marcus se tenait à proximité, écoutant sans l'interrompre. Un étudiant a demandé, « Monsieur, le regrettez-vous parfois ?»« Regretter quoi ? Déterrer le passé ? As-tu déjà pensé qu'il aurait été préférable de ne pas savoir ?» Marcus s'est agenouillé et a demandé, « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Daniel. » Eh bien, Daniel, si demain quelqu'un te disait que tu n'avais ni mère, ni père, personne qui t'aime, le croirais-tu? Daniel secoua la tête. Exactement. Parce que tu sais que tu mérites la vérité. Et si ta mère n'était plus là, elle mériterait quand même qu'on crie son nom à haute voix. Cet après-midi-là, Marcus et Hélène étaient assis sur un banc de pierre sous les arbres, regardant les chrysanthèmes blancs se balancer doucement dans la brise. Je me souviens de la première fois que je t'ai entendu dire « Ma mère est sous le puits », murmura Hélène. À l'époque, je n'y croyais pas. Mais ton regard m'empêchait de me détourner. Merci de ne pas t'éloigner. Saviez-vous de quoi rêvait votre mère? Non. Je l'ai lu dans les dossiers de la maison de retraite où elle s'occupait autrefois de sa mère vieillissante. Sur sa candidature, elle a écrit « Mon rêve est d'ouvrir un petit café avec Bugenvilla et un coin lecture pour les enfants défavorisés. » Marcus se figea. Je pense que nous pouvons y arriver. Hélène sourit. Tu viens de lire dans mes pensées. 2 ans plus tard, au coin d'une petite rue près de la gare d'Union Grove, un panneau en bois se balançait doucement sous un treillis de Bugenvilla. Anna's Café, là où les rêves commencent. À l'intérieur, les enfants étaient assis en train de lire des livres et de rire aux éclats. Au mur était accrochée une photo d'Anna Oliver, en dessous de laquelle était inscrit « Personne n'est oublié lorsque son nom est prononcé avec tout le cœur ». Marcus se tenait derrière le comptoir, servant du thé à une femme âgée qui venait d'entrer. Hélène était assise près de la fenêtre, tapant quelque chose sur son ordinateur portable. « Maman, » murmura silencieusement Marcus dans son cœur. « J'ai réalisé ton rêve. Plus personne n'est laissé sous le puits. Tout le monde est revenu à la surface. » À l'extérieur de la fenêtre, les pétales de Bugenvilla flottaient lentement comme une étreinte invisible. Cette histoire est un puissant rappel que la vérité ne peut pas être enterrée pour toujours. Malgré le traumatisme, la tromperie ou le fait d'être qualifié d'illusion, le courage de récupérer la mémoire et la vérité apportera toujours la lumière. Marcus a prouvé que même un enfant abandonné peut se relever, pardonner et transformer la douleur en espoir. La leçon la plus profonde est la suivante, ce n'est qu'en osant affronter le passé qu'une personne peut véritablement guérir et réécrire l'avenir de ses propres mains. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à raconter des histoires réconfortantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.